Sud Radio Auto, essai croisé. Votre rendez-vous automobile hebdomadaire sur Sud Radio. On aura beaucoup parlé d'automobile cette semaine. C'est le dernier jour du Mondial Auto. Sud Radio y était plusieurs fois d'ailleurs. C'est le dernier jour, c'est aussi celui où il y a le plus de public. Donc si vous passez pas loin de la porte de Versailles, n'hésitez pas à y faire un saut. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Les tops et les flops, la liste des courses de nos 3 spécialistes automobiles qui en reviennent. Nous sommes avec Mélina Priam. Bonjour à vous Mélina. Bonjour. Journaliste à l'Auto Journal. Vous êtes avec Cédric Fréhour, chroniqueur automobile au journal Les Échos, fondateur de la plateforme Sans borne. Pas le chiffre, le fait que vous n'avez aucune borne. Et nous sommes également avec Stanislas Laroumé, le fondateur de sa plateforme Ma Voiture Idéale. Vous chroniquez à vos heures perdues d'ailleurs et même à vos heures retrouvées pour l'Auto Journal. Aujourd'hui, on va parler justement de ce que vous avez vu, de votre liste des courses que vous avez mis dans votre caddie de journaliste automobile au retour du mondial. On va commencer par les marques françaises qui étaient présentes. Peugeot notamment. Tiens Mélina, on commence. Oui, Peugeot, un grand classique parce que je pense que les gens peuvent voir pour la première fois la 408. C'est une auto qui sera commercialisée d'ici peu et qui, je trouve, est quand même une belle voiture. C'est une belle voiture, donc première réussite. Vous l'avez vue, on peut la décrire d'ailleurs? Alors c'est un SUV, forcément, puisque c'est la mode. Tendance coupée. Oui. Donc, moi, je trouve qu'elle a une belle ligne. C'est un dérivé de 3008, 308. Et voilà, avec des motorisations qui ne créent pas la surprise. C'est des motorisations Peugeot classiques, mais il y aura de l'hybride rechargeable. Encouragement du conseil de classe, si j'ai bien compris. Oui. Et puis après, voilà, j'attends de la conduire et de voir ce que ça donnera. Mais moi, je trouve que c'est une jolie voiture. Le romantique de l'équipe, Cédric Fréhour, plus près du micro. Juste un mot sur la 408, elle a quand même une silhouette inclassable. Je reprends la couve. La couverture de l'autojournal. Mais c'est vrai qu'on a du mal à savoir à quoi elle ressemble. Elle est étirée comme j'allais presque comme une voiture américaine. Elle est plus basse qu'un SUV et en même temps, avec ses ailes un peu élargies, elle fait référence à cet univers un peu baroudeur où justement on a l'impression qu'en claquant la portière, on va traverser toutes les steppes. Un truc formidable. Ouais. Opium. Marque française. Je parle de Peugeot. Il va dans le stand d'en face. Alors, sur Peugeot. Cédric nous avait prévenu. Ça fait une demi-heure qu'il nous parle d'opium. On va parler d'opium. On a reçu son patron d'ailleurs hier. Chez Peugeot, la voiture électrique la plus vendue en France. i208. Voilà. Elle bénéficie d'un petit upgrade, justement, un peu plus d'autonomie. On parle quand même des best-sellers, Jean-Marie. Enfin, tu peux nous traduire upgrade? on parle quand même. Bref, il lui donne un petit supplément d'âme avec davantage de chevaux. On arrive à 150 chevaux, un peu plus d'autonomie. Pour que tout ça, que la greffe prenne. Et une version de base. Et une version de base. Donc, ce serait dommage de ne pas aller voir le best-seller français. Électrique. Eh bien écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, vous êtes d'accord ou pas, Stanislas? Moi je suis d'accord, de toute façon je suis très Peugeot, mais pour la 408, de là à dire que c'est un SUV, je suis pas complètement d'accord. C'est vraiment un crossover. Crossover, c'est un mélange des genres, et donc c'est une berline hatchback, donc 5 portes, un peu surélevée en effet, qui a à peu près le gabarit, si je me trompe pas, d'une 508, voire même un peu plus longue, non? Bref, c'est un gros mélange de genres. Alors je suis monté derrière, et le gros problème de la 508, je parle bien de la 508, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place derrière. Ouais. Et bien dans la 408, il y a de la place derrière. Donc la 408 est plus spacieuse que la 508. Oui, c'est à rien y comprendre. C'est à rien y comprendre, effectivement. On quitte le stand de Peugeot, on va en face. Parce que sinon, Cédric Fréhour va nous demander, papa, maman, quand est-ce qu'on arrive? On parle enfin d'opium. Le stand d'opium. Alors ça, on ne pouvait pas le rater. Effectivement, quand vous rentrez dans ce hall, vous la voyez à droite, un stand énorme, presque vide. Au milieu, vous avez une voiture qui fait l'effet d'une James Bond car. C'est l'Opium Makina, voiture française qui sera produite dans quelques années en Normandie. L'Opium Makina, et vous êtes amoureux? Le stand, il y a un cérémonial. Il n'y a qu'une seule voiture. Ça fait quasiment la taille en superficie des stands voisins, y compris des très grandes marques comme Peugeot. Vous mettez un pied en arrivant sur le stand, vous êtes envahi et enveloppé par de la musique. C'est quasi monastique. On se dit, il se passe un truc. Moi, ça m'a presque fait peur. Et ça, c'est avant la voiture. Et ça, c'est avant la voiture. Et justement, on marche de manière initiatique. J'adore faire mes petits teasers. Allez-y. Et on arrive devant cette voiture qui porte bien son nom puisqu'il parle de macchina, donc machine en italien. Et c'est une vraie machine.
C'est voiture en italien. Ouais, c'est voiture, pardon. Avec un C en plus. Oui, c'est vrai, Jean-Marie. Et elle a tout de ce que pourrait être une Tesla française. En tout cas, une aventure à la Tesla hexagonale. Il n'y a pas de sauf que. Si, parce que c'est à l'hydrogène. Oui, c'est vrai. J'allais y venir. Tesla est électrique. Donc elle est électrique. Eux d'ailleurs le présentent comme ça en disant voilà, Tesla a ouvert la voie et nous on passe à l'épisode 2 à l'hydrogène. Je veux pas rentrer sur le débat de la production d'hydrogène. Jean Covici en parle énormément. Absolument. Concentrons-nous sur la magie de l'instant. Et la magie de la machine. Est-ce que la machine... Elle est formidable. Elle est incroyablement dessinée. C'est, moi franchement, j'en ai été ébahi d'émotion. Alors on va la décrire. C'est un truc hyper fuselé. Il y a très peu de sculptures. Ces feux les LED permettent des dessins et les LED en fait reprennent un petit peu ce qui se passe quand justement on crée de l'hydrogène, qu'elle se transforme en électricité et tout ça. Il y a des choses presque naturelles et c'est vachement beau. On a l'impression des auréoles que vous avez dans l'eau d'ailleurs lorsqu'on jette un caillou dans la mare. C'est justement l'effet qui est recherché par les designers. On peut parler aussi, alors vous parlez des LED, ça c'est important pour le dire à ceux qui nous écoutent, qui sont habitués au bon vieux phare. Effectivement, l'innovation et l'apport des LED permet de dessiner les phares. Vous avez des phares qui ressemblent plus à des sourcils qu'à autre chose, des sourcils parfois verticaux qui illuminent et ça donne un style à la voiture qu'on ne pouvait pas avoir avant. Ouais, c'est une liberté folle pour les designers. Sauf qu'on rappelle aussi ses capacités quand même à cette voiture, parce qu'elle vise les 1000 km d'autonomie, 230 km/h, alors en circuit, sinon vous n'avez pas le droit, je vous vois venir Stanislas, et surtout, c'est quand même une sacrée machine. Sacrée machine. Et à l'intérieur, il y a une dalle qui fait l'ensemble de la largeur. Ça doit te plaire, ça. Et ça, c'est génialissime. Et elle se déplie. Elle s'enroule comme une tarte. Quand vous parlez de dalle, c'est un écran. C'est un écran, voilà, exactement. Et il y a un effet waouh extraordinaire. Ouais. Le toit s'opacifie comme certains hublots de Boeing, notamment. Donc si vous voulez être à l'abri des rayons du soleil, vous l'opacifiez. Si vous voulez voir l'ensemble du ciel et de la Voie lactée, boum, ça s'éclaire. On continue à décrire. Les rétroviseurs ressemblent à des stylos. Exactement. Où est-ce qu'on regarde ? Dans des caméras et sur l'écran. Voilà, donc on doit regarder le rétroviseur du futur, en fait ce sera sur votre tableau au-dessus de votre tableau de bord en fait. Exactement. Ça existe déjà. Chez Honda notamment. Il faut s'habituer quand même. Certaines Audi et tout ça. Enfin, les camions aussi. Les camions aussi. Les camions. Maintenant que le romantique nous a dit qu'elle était belle, pardon, les deux pragmatiques vont nous dire si elle a une chance de marcher. Mélina Priam, Opium Makina. Justement, en bonne... pragmatique, Cédric disait il n'y a qu'une voiture sur le stand et je pense qu'il n'y a qu'une voiture tout court. Moi, je voudrais la voir rouler et l'essayer, voilà. Et ça fait déjà, on va dire, 2 ans qu'on parle de cette voiture. Et elle n'arrive pas, et donc voilà, moi je voudrais juste la voir arriver, je voudrais que ça fonctionne parce qu'effectivement je trouve que c'est très très audacieux de la part de cet entrepreneur de se lancer dans cette aventure, mais il faut que ça fonctionne, et le choix de la technologie hydrogène est également un pari. Il n'y a pas beaucoup de pompes à hydrogène, ça c'est... Pour le moment, quid de la réalité? Même scepticisme pour vous? Un peu, oui, parce que l'hydrogène, on en parle depuis très longtemps. Alors, outre Opium, il y a quand même Honda qui a vendu des voitures, Toyota aussi, BMW il y a très longtemps. Hyundai aussi. Hyundai, bien sûr, qui a des taxis, notamment à Paris, qui marchent à l'hydrogène. Il y a des bus en Chine, enfin ça existe. Mais c'est vraiment c'est même pas une niche, une micro niche. Comme le disait Cédric, il n'y a pas de station. Alors moi, je me souviens, il y a petite dizaine d'années, j'avais fait un road trip en Chine avec Mercedes qui nous faisait essayer des classes B hydrogène. Et j'avais fait 600 km. Il faisait le tour du monde avec la voiture, avec 2 voitures. Ça marche très bien, c'est une voiture électrique. Seulement, j'aime bien ce concept de voiture électrique qui ne pollue pas, parce que c'est vrai que la voiture hydrogène, si on l'explique un peu plus dans le détail, c'est une voiture vraiment dans les grandes lignes qui créer sa propre énergie. C'est le principe d'électrolyse, et je ne vais pas rentrer dans le détail, de toute façon, je ne serai pas assez calé pour vous l'expliquer. Et elle ne recrache que de la vapeur d'eau. Et elle recrache que de la vapeur d'eau, je ne sais pas si on la boit, mais donc cette caravane Mercedes, c'était fabuleux, parce qu'il y en avait 2 voitures qui ne polluaient pas, mais il y avait, je ne sais plus, 20 ou 25 voitures qui nous suivaient, dont des poids lourds, bien sûr, pour transporter l'hydrogène, pour faire le plein des Mercedes. Mais ils ont quand même prouvé qu'en partant de Stuttgart et en revenant à Stuttgart, en passant par l'Australie, les États-Unis et tout, ils avaient réussi à faire le tour du monde avec des voitures à hydrogène. J'ai terminé. Eh bien, on verra si jamais l'Opium Makina un jour arrive à faire Paris-Marseille, en tout cas, c'est son autonomie, sans avoir rechargé en quelques minutes, comme si vous faisiez
faisiez le plein. C'est aussi l'autre avantage théorique, en tout cas, de la voiture à hydrogène sur la voiture à batterie électrique. Restez avec nous sur Sud Radio. Mélina Priam, Stanislas Laroumet, Cédric Fréhour. Dans quelques instants, on va parler de Renault, la 4L qui revient. La Renault 5 qui était là, ça a beaucoup plu ou pas à Mélina. On va en parler dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Auto, essai croisé. Votre rendez-vous automobile hebdomadaire, on devrait dire d'ailleurs pluriannuel, quand on parle du mondial de l'auto qui est revenu après 4 ans d'absence. Ils en reviennent aussi, c'est le dernier jour du mondial de l'auto. Mélina Priam, Cédric Fréhour, Stanislas Laroumet, leur top, leur flop, leur liste des courses, les voitures qui leur ont plu, celles qu'ils n'ont pas aimées. Évidemment, Mélina Priam ne pouvait pas rater le stand Renault, qui est l'un des plus fournis de ce mondial. Succès ou pas? Renault 4L d'abord. Oui, alors succès déjà parce que je voudrais souligner qu'effectivement Renault a fait un vrai stand du mondial avec c'est eux qui alimentent le plus ce mondial, et en termes de concept car, si on considère Renault, Dacia et Alpine. Et en termes même de voitures, je dirais pour monsieur tout le monde. Donc maintenant, pour en revenir au concept, effectivement, 4L, Renault 5, moi j'adore. C'est des voitures qui me parlent parce que c'est des icônes Renault. C'est votre enfance? C'est mon enfance, c'est génial. J'ai rêvé d'avoir une R5 turbo. J'ai appris à conduire avec une 4L, donc c'est formidable. Maintenant, moi j'aimerais bien que Renault fasse autre chose que la réédition. Voilà, de la réédition et de l'électrification de Décrivons cette 4L, c'était quand même, enfin cette 4L plutôt la Forever Trophy. Oui, la Forever Trophy, un hommage plutôt au 4L Trophy d'ailleurs qui traverse le désert. Donc c'est quoi? C'est un énorme SUV. On s'attendait à voir c'est un petit SUV. Énorme. Non, ça reste un... Oui, sur l'échelle des Hummers que vous pouvez conduire à vos heures perdues aux Émirats Arabes Unis. Mais nous détestons les Hummers. Si je compare cette réédition de la 4L à la 4L qu'on a tous croisée sur nos routes, ou celle sur laquelle vous avez appris à conduire, Mélina, c'est plus le même modèle. C'était il y a 50 ans. Non, bien sûr, c'est plus le même modèle. Mais enfin, si vous regardez une Fiat 500 aujourd'hui et une Fiat 500 dans les années 60, elle a également doublé de volume. Ça, je dirais, c'est assez spectaculaire. C'est un phénomène. Les voitures sont beaucoup plus imposantes aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans ou plus. Mais voilà, c'est une réinterprétation assez amusante. Je trouve que ça manque d'originalité. Trouvez-vous du côté de Renault? Vous aimeriez voir un concept car qui ne s'inspire pas du passé? J'aimerais bien voir un concept car qui ressemble à un concept car qui parte d'une feuille blanche. À ce titre-là, je trouve que le concept car d'Alpine est assez intéressant. Ça, c'est votre coup de cœur? Oui, forcément, c'est un proto, donc c'est Alpine. Je suis aussi très intéressée par la technologie qu'essaye de porter Alpine, à savoir un moteur thermique, mais qui fonctionnerait à l'hydrogène. Alors, c'est utopique pour l'instant, mais je trouve que la piste est intéressante plutôt que de vouloir absolument nous embarquer dans du tout électrique. J'ai rien contre l'électrique. Mais vous aimez bien les sensations du thermique. C'est une solution, mais il peut y en avoir d'autres pour le futur. Un mot, Cédric Fréhour, et ensuite Stanislas. Un mot sur la 4L et sur la R5. On a la chance d'avoir justement un constructeur français qui a 2 icônes à réinventer. Vous irez sur Sans-Bornes, vous irez voir l'interview qu'on a fait de Gilles Vidal, qui est le designer de Renault, et il explique combien c'est difficile en fait de faire renaître des légendes. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ajoute? Comment on réveille et on ressuscite un mythe? C'est passionnant. L'Alpine, c'est une merveille absolue. On n'attendait pas grand-chose, justement. Moi, je savais même pas qu'ils allaient exposer quelque chose. C'est une vraie surprise du mondial. C'est une raison à elle seule d'aller voir un mondial. Surtout ceux qui se disent, tiens, moi, j'ai envie de voir des choses merveilleuses, des Ferrari, des trucs qui vont super vite. Là, boum. Non, qu'il n'y a pas, justement. Donc là, c'est merveilleux. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on donne la parole à Stanislas Laroumet, parce que Mélina l'a dit, plus ça va, plus les voitures augmentent de taille. Sauf que non, Stanislas, lui, il a réussi à rentrer dans les voitures les plus petites qui soient. Oui, vous allez me faire parler de la Microlino. Alors, Microlino, c'est suisse. C'est tout petit. Vous savez, c'est même pas un pot de yaourt, c'est un petit suisse. Vous connaissez certainement les trottinettes micro.
tout le monde en a eu ou tout le monde en a acheté à ses enfants. Et ben c'est le même constructeur suisse. Micro, c'est une marque qui est née en 1999 et qui a bossé sur un projet de petite voiture 100% électrique qui ressemble à l'Isetta qui était fabriquée par BMW dans les années 50-60. Elle est franchement mais magnifique. J'ai roulé avec dans Paris et le nombre de pouces levés d'où vient cette voiture, qu'est-ce que c'est, les gens qui disent regarde la nouvelle Isetta, mais c'est génial. Alors on rentre dedans, on rentre par l'avant comme une grosse porte de frigidaire et il y a de la place. Non mais c'est une voiture avec ou sans permis? Elle est toute petite, je l'ai dit. Elle est toute petite, elle mesure 2,50 m, 1,47 m de large, 1,50 m de haut, un coffre de 230 litres. Ouais. Quand même pas mal, et ça roule à 90 km/h pour la version avec permis et à 45 km/h pour la version sans permis, qui est une exclusivité, enfin une particularité française, puisque dans le reste de l'Europe, elle n'existe qu'avec permis de conduire. Donc elle coûtera entre 15 000 et 22 000 euros. Ouais, c'est un peu cher quand même pour une voiture pour faire de la ville. C'est pour des habitants de la grande ville. Avec 3 batteries de 6 kWh, 10,5 kWh ou 14 kWh, offrant des autonomies de 100 environ à 230 km. Comme vous le savez, comme toutes les voitures électriques, on enlève 20 à 25% sur les chiffres annoncés. 80 km d'autonomie, quoi. Ouais, mais ça suffit pour aller chercher son pain. On peut faire 1 ou 2 tours de périph' avec ça, par exemple. Je n'irai pas trop sur le périph' parce que on en parlait avec Mélina et Cédric avant l'émission. On n'a pas envie de rentrer dans un camion de 38 tonnes ou qu'un camion de 38 tonnes vous rentre dedans dans cette petite voiture. C'est quand même tout petit. On se sent pas en super sécurité, mais ça a le mérite d'être vraiment, vraiment mignon. On n'a pas envie d'engager un bras de fer, mais c'est tellement beau. Un mot. Ouais, j'ai une courte question pour Stan qui a eu la chance de la conduire. C'est comment derrière le volant? C'est pas assisté, il n'y a pas de freinage assisté, c'est vraiment une voiture basique. Ça fait un peu un bruit d'auto-tamponneuse. Ça, c'est génial. Vous vouliez me vendre une voiture, il fallait pas me dire autre chose. On a tous appris à conduire à la fête foraine sur un stand d'auto-tamponneuse. En tout cas, merci. Mais c'est génial, ça se gare perpendiculairement. Ça, c'est formidable. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est formidable. Vous nous écoutez du côté de Marseille, c'est quand même assez pratique de pouvoir se garer à la perpendiculaire quand il n'y a pas de place, mais qu'il y a des demi-places. Merci pour ces essais. Mélina Priam, qu'on peut lire dans l'Auto-Journal. D'ailleurs, ceux qui nous regardent sur le Facebook Live verront la couverture de ce magazine qui est magnifique. Merci à vous, Cédric Fréhour, qu'on peut lire dans le journal Les Échos, chroniqueur automobile, fondateur de la plateforme Sans Bornes. Autre plateforme, c'est Ma Voiture Idéale, fondée par Stanislas Laroumet, qu'on remercie également. Chers amis, on vous retrouve dimanche prochain. Merci, un nouvel essai sur Sud Radio.